Voilà, c'est bon. Bonjour Christian. Bonjour Cécile. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview d'Ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Travier, qui est le directeur de Laval Mayenne Technopole, donc qui accompagne les entreprises mayennaises sur l'innovation. Et Christian, tu es aussi l'auteur d'une newsletter qui s'appelle Un pas dans l'inconnu et à laquelle je suis abonnée. Et dernièrement, tu as rédigé un article sur Ouvrir le champ des possibles. Alors je me suis dit, bingo, tu as des choses à nous partager sur l'ouverture du champ des possibles en entreprise. Mais avant ça, je te laisse te présenter plus précisément et puis peut-être aussi ce qui t'a amené à t'intéresser à l'innovation. Bonjour, donc oui, je m'appelle Christian Travier. En fait, je crois que je m'intéresse à l'innovation, au moins, peut-être sans le savoir même, depuis toujours. Et j'ai l'habitude de dire que c'est grâce à mon père, parce que mon père était un artisan extrêmement doué avec ses doigts, capable de tout fabriquer, de tout inventer et de trouver toujours des solutions. Et donc, j'ai été élevé dans cet esprit qu'il y avait toujours une solution, que quand il y avait un problème, il y avait une solution. Et je disais, papa, j'ai un problème, et il trouvait la solution. Et en fait, je crois, j'ai compris ça bien plus tard, bien sûr, que cet état d'esprit-là m'avait amené à pouvoir faire de l'innovation, à pouvoir, parce que je n'avais pas peur d'être confronté à des problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Et donc après, j'ai fait des études d'ingénieur et je me suis retrouvé au final à faire de la recherche. Et c'est là que j'ai creusé vraiment les sujets, de se poser des questions difficiles, de trouver des solutions. Et progressivement, voilà, tout ça m'a amené assez naturellement vers l'innovation. Parce qu'après 15 ans de recherche, j'avais un peu fait le tour de mon sujet. Hein. Quand on fait de la recherche, on est toujours sur des choses extrêmement pointues. Et donc, au final, après 15 ans, j'avais quand même vu pas mal de choses et j'ai souhaité évoluer. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans le monde de l'innovation via d'abord le financement de l'innovation, parce que c'est un sujet, hein, financer l'innovation dans les entreprises. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, c'est comme ça que j'ai connu la Technopole de Laval qui m'a donc proposé un poste. Et maintenant, depuis 18 ans, j'accompagne au quotidien les entrepreneurs en création ou bien les entreprises qui souhaitent innover. Donc un long background dans J'ai l'innovation. consacré en fait toute ma carrière finalement à l'innovation en passant de la recherche au financement, au transfert de technologie et maintenant à la création de start-up ou à la conduite de projets d'innovation. Ouais. Donc, ce qui veut dire que tu as vu vraiment tout un ensemble d'axes différents autour de l'innovation. Et tu nous as déjà donné une piste sur ce qu'est pour toi l'innovation, puisque tu disais c'est trouver des solutions. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par innovation? Est-ce que c'est différent d'une invention? Est-ce que on parle, enfin, sur quel plan ça porte? Est-ce que c'est de service? Est-ce que c'est technologique? Alors, ça, c'est la grande question parce qu'en fait, on me la pose, je sais pas, au moins une fois par semaine. Mais c'est quoi l'innovation? Parce que même les entreprises qu'on va démarcher pour leur dire il faudrait innover, nous, on essaye aussi d'être des promoteurs de l'innovation. Et oui, mais c'est quoi innover? Moi, j'innove pas. Je suis une petite entreprise. Innover, c'est pour les entreprises importantes, c'est pour les entreprises qui ont des moyens. Voilà. Et donc, cette question de c'est quoi l'innovation, elle se pose constamment. Alors, j'ai retrouvé là en 2019, on avait pu faire une enquête. Alors d'ailleurs, ceux que ça intéresse, voilà, j'ai un livre qu'on avait rédigé suite à ça et parler de les PME, le futur de l'innovation avec un point d'interrogation. Et on avait posé la question directement aux entreprises. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Et en fait, la réponse m'avait finalement bien convenu et c'est pour ça que je me propose de vous partager un peu la réponse. La réponse, alors, on n'avait pas posé la question de façon vierge. On donnait 6 ou 7 définitions et on demandait aux gens de choisir là-dedans.
Et les deux choses qui ont été remontées à égalité en premier, à 40% chacune, donc ça veut dire que ça englobe bien la pensée de ce que les gens ont de l'innovation, sont pour moi très justes. La première, c'était l'innovation, c'est une réponse différenciante aux problèmes du client. Et la deuxième, c'était un état d'esprit de changement permanent. Et en fait, je crois que c'est pour moi la meilleure synthèse, la synthèse de ces deux approches, c'est la meilleure définition qu'on peut donner de l'innovation. Donc l'innovation, c'est effectivement en lien avec un problème identifié de quelqu'un. Et c'est ça qui la différencie de l'invention. L'invention, ça va être quelqu'un qui a une idée, qui fabrique quelque chose, mais il ne se soucie absolument pas de savoir s'il y a un marché, un besoin répandu, c'est lui, il a une idée, il va fabriquer un truc extraordinaire. Alors, il y a des inventions absolument extraordinaires, mais qui n'ont pas forcément d'utilité, en tout cas marchande, de potentiel de marché. Alors, des fois, oui, hein, mais l'innovation, c'est un peu l'invention, c'est un peu gratuit. Par exemple, je donne un exemple. Un jour, j'ai vu, je l'utilise comme ça, j'ai vu quelqu'un qui avait inventé des parapluies pour chaussures. C'est-à-dire, en gros, il se disait, bah oui, quand il pleut, mes chaussures vont s'abîmer. Donc, il avait fait des petits parapluies au bout des pieds. Voilà, bon. Maintenant, on peut bien comprendre qu'il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Peut-être chez les excentriques. Peut-être les excentriques. Bon. Il n'a pas fait fortune, en tout cas. Là où l'innovation cherche à résoudre un problème assez répandu, ou en tout cas présent chez une certaine typologie de clients, que ce soit des entreprises ou des personnes, et l'innovation cherche à répondre à ça. Alors, bien sûr, ça peut arriver qu'on n'y arrive pas ou qu'on y arrive, mais que ça ne marche pas. Alors, Christian, s'il te plaît, un iPhone, par exemple, avec Steve Jobs, qui finalement amène un appareil photo dans un téléphone, c'est une innovation ou une invention pour toi? Alors, pour moi, c'est une innovation parce que, d'abord, c'est un succès phénoménal. Donc, ça prouve bien que ça répondait à un besoin. Alors, la difficulté, c'est que quand on dit répondre à un besoin, on peut y répondre de façon à un besoin latent. C'est-à-dire que le besoin n'est pas toujours exprimé par les personnes. Il n'existait pas à l'époque, ce besoin-là. Il n'existait pas. Personne disait j'ai besoin d'un truc plat dans lequel je peux aller voir tout ce que je peux faire en touchant avec mes doigts. C'est juste que Steve Jobs avait cette sensibilité, cette ouverture d'esprit, et c'est là que ça rejoint la deuxième notion, d'être sensible à ce qui se passe, et il a perçu qu'il y avait potentiellement avec cet objet-là une réponse latente à un besoin non exprimé. Mais le fait que ça marche prouve bien qu'il y avait ce besoin-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut plus s'en passer. Mais tu penses que ça a marché parce que justement, il y avait un téléphone qui était associé à un appareil photo, ou alors parce qu'il y avait aussi ce côté design, lifestyle, toute l'image en fait qu'il avait associée à l'iPhone? Alors, je pense bien sûr que le succès est toujours composite, c'est-à-dire qu'il est compliqué de définir la raison unique du succès de quelque chose. Le succès est souvent le résultat d'une conjonction de plein de facteurs. Donc certainement que la qualité, l'ergonomie, le design avec lequel il a fait a contribué au succès, à l'adoption immédiate de la chose. D'ailleurs, justement, tu parlais de ma newsletter, pas dans les connus, dans le numéro qui est paru ce matin, parce que ça paraît le mardi à 9h, je parle de ce sujet, de l'esthétique, de comment l'esthétique d'un produit va contribuer à son succès. Donc oui, ça a dû jouer, comme aussi la somme des innovations qu'il a pu mettre dedans, la navigation, la qualité du logiciel, les performances de la machine, tout ça a contribué. Et donc pour finir la définition de l'innovation, donc au-delà de ce besoin exprimé ou latent, moi je dis souvent aux gens, l'innovation c'est un état d'esprit.
Parce qu'en fait, on peut, une fois dans sa vie, avoir une bonne idée et réussir un truc. Mais pour moi, les gens innovants, ce sont ceux qui sont en permanence à l'affût, à l'écoute, euh, avec la notion de qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire évoluer dans ce qui m'entoure, comment je peux aborder les choses dans une vision nouvelle, comment je peux me renouveler. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un vrai état d'esprit. Et les entreprises innovantes, quand on dit ça, c'est pas les entreprises qui une fois dans leur vie font un truc nouveau. C'est les entreprises qui sont organisées de telle façon qu'en permanence on est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, aux nouvelles solutions et à la curiosité. Voilà. Et ça, tu penses que ça représente une part importante des entreprises françaises aujourd'hui ou pas? Alors, là encore une fois, c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis. Dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, on avait aussi posé aux gens cette question à eux-mêmes. Est-ce que vous considérez que vous êtes innovant ou pas? Donc, il y a toujours un biais quand c'est les gens qui s'expriment sur ce qu'ils pensent. Et on avait obtenu à peu près 60% de réponses positives. C'est-à-dire 60% des entreprises interrogées. Alors, notre panel, il n'était pas très grand, il y avait 300 entreprises qui ont répondu, mais 60% considéraient qu'elles étaient innovantes. Alors, ceci dit, on avait regardé une étude européenne faite sur un panel plus large à l'échelle de l'Europe qui donnait les mêmes chiffres. Donc, on était quand même assez proche de ce que les gens considèrent effectivement. En gros, 60% des entreprises se considèrent innovantes. Alors, Il y a pas, pardon? pardon, par rapport à la comparaison que tu faisais avec le panel européen, ça veut dire que finalement, il n'y a pas une culture d'un pays qui est plus favorable à l'ouverture d'esprit qu'une autre. En tout cas, elle n'était pas marquée là dans ces deux exemples que je donne. Après, si on analyse plus finement, il y a des différences d'un pays à l'autre. Mais donc ça, c'est la perception, l'auto-perception des gens. Après, si on est plus exigeant, c'est-à-dire si on cherche des entreprises, comme je disais, qui sont en permanence en veille à l'ouverture, qui ont un management complètement disponible pour réceptionner toutes les idées, les envies des salariés, qui organisent ça de façon extrêmement structurée, je pense qu'on n'est pas sur ce chiffre-là. 60%, c'est vraiment celles qui, de temps en temps, font quelque chose. Les entreprises, après, ultra innovantes, c'est-à-dire qui sont vraiment en permanence tournées vers ce sujet-là, je pense que c'est moins de 10%. Ça correspond peut-être aussi à des tailles d'entreprises spécifiques aussi. Il faut avoir Là, les... pas forcément. Là, Non. pas forcément. Je suis assez surpris des fois de voir des entreprises relativement petites qui sont vraiment complètement tournées vers l'innovation. Je crois que ça dépend plus de l'état d'esprit des dirigeants et de ce qu'ils impulsent. Et donc, ça peut être valable dans une TPE, comme dans une entreprise moyenne, comme dans une grande entreprise. Alors, bien sûr, après, les moyens sont différents. Et donc, forcément, les grandes entreprises ont plus de moyens pour s'attaquer à des sujets plus coûteux, parce que suivant les domaines dans lesquels on est, l'innovation peut être plus ou moins onéreuse. Mais il y a aussi des toutes petites entreprises qui se renouvellent en permanence, qui arrivent à réinventer leur business régulièrement, qui arrivent à créer de nouvelles façons de faire et qui sont extrêmement dynamiques. Et est-ce qu'on peut dire que ces entreprises-là sont globalement plus performantes et plus pérennes que les autres ou c'est pas directement corrélé? Alors, moi, j'aime à dire ça. J'aime à dire que c'est un peu mon fonds de commerce, que l'innovation, c'est ce qui permet aux entreprises de rester dynamiques, de rester actives, de croître. Alors, après, c'est pas non plus 100% vrai. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont pas très innovantes, ou voire pas du tout innovantes. Il y a certains domaines dans lesquels on peut prospérer sans vraiment être innovant. Après, il faut regarder dans quelle échelle de temps.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut vivre sur un marché quelque part et exploiter ça à fond sans innover. Mais quand il va y avoir un changement de technologie, quand il va y avoir une crise, quand il va y avoir une rupture culturelle, ben, ces entreprises-là ont beaucoup plus de mal à perdurer puisqu'elles n'auront pas été préparées et elles n'auront rien pour changer leur modèle. Et si d'un coup, voilà, ce qui marchait ne marche plus, ben, c'est foutu. Et donc, l'innovation, c'est un peu plus ça, c'est une façon de se préparer en permanence au changement. Ouais. Mais innover aussi, c'est trouver son marché parfois. Donc, on s'aperçoit aussi sur des entreprises, c'est pas forcément les pionniers qui sont les plus pérennes après dans le temps. Alors, l'innovation, ça, on le dit bien à tous nos clients, l'innovation, c'est risqué. Il n'y a pas de passeport garantie de succès quand on innove. Innover, c'est prendre des risques puisqu'on essaye de faire quelque chose que d'autres n'ont pas fait ou en tout cas de faire différemment quelque chose et donc on ne sait pas jamais si ça va marcher. Le consommateur est assez difficile à prévoir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des échecs, parfois retentissants, et même les très grandes sociétés hein, qui ont des moyens énormes, qui font beaucoup d'études de marché, qui interrogent beaucoup leurs clients, elles arrivent à se planter quand même. Donc oui, oui, il y a ce risque. Oui, sur certains sujets, il y a ce qu'on appelle l'éducation du marché, c'est-à-dire qu'il y a des innovations un peu radicales qui demandent à préparer les gens à les recevoir. Et donc souvent, le premier, bah, c'est celui qui fait l'éducation du marché. Mais le temps que les gens soient éduqués, ben, lui, il est un peu à bout de souffle. Et c'est souvent le deuxième, le troisième qui va récolter les fruits de ça. C'est vrai aussi, c'est un peu injuste, mais ça se produit assez régulièrement. Mm. Euh, donc, l'innovation, c'est aussi notamment ouvrir le champ des possibles. Et alors, selon toi, comment est-ce qu'on ouvre ce champ des possibles? Comment est-ce qu'on le facilite dans les entreprises? Alors, moi, ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est de dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui me disent, bon, ben, ok, d'accord, l'innovation, très bien, mais moi, je suis pas très créatif, je n'ai pas forcément d'idées, je ne sais pas quoi proposer, etc. Alors, l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit, je l'ai dit, et c'est quoi cet état d'esprit? Ben, c'est l'état d'esprit d'ouvrir au maximum ses chakras. Donc être complètement disponible à ce qui se passe et parce que ça peut venir de partout. Voilà, il n'y a pas l'innovation n'est pas prédictible et on ne sait pas d'où elle va arriver. Et donc la première façon de se donner des chances d'innover, c'est d'être curieux. Donc de s'intéresser à tout, y compris à des choses qui sont complètement en dehors de son champ d'activité. Une entreprise, je ne sais pas, si elle est dans l'agroalimentaire, bon, bah, elle va forcément aller dans les salons, au CIAL, enfin, dans les salons de son métier. Elle va rencontrer des gens qui innovent, ça va l'inspirer. Mais si ça se trouve, l'innovation vraiment utile va venir, je sais pas, d'une vidéo YouTube un dimanche, regardée comme ça, qui va donner une idée sans aucun rapport avec le métier de base. Mm. Donc en fait, être curieux, s'intéresser à beaucoup de choses, discuter avec des gens différents, aller dans des salons complètement. Moi, je dis toujours aux gens, il faudrait qu'au moins une fois par an, vous alliez dans un salon qui n'a rien à voir avec votre métier. Vous êtes dans l'agroalimentaire, allez à un salon sur l'intelligence artificielle. Vous êtes dans l'aéronautique, allez à un salon sur le tourisme. Enfin, voilà, faites des choses qui n'ont rien à voir parce que vous allez voir des gens qui ont réfléchi différemment, puisque chaque branche d'activité a sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Et en transférant une façon de faire d'un secteur à un autre, on a une des pistes importantes d'innovation. Mm. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple de comment joue mon champ des possibles, c'est je suis disponible à,
à ce qui m'entoure et je suis réceptif. Je suis toujours frustré quand les gens me disent, je les invite à des événements parce que nous, voilà, notre métier, c'est aussi ça, c'est de faire connaître des choses. Et les gens me disent, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps parce que j'ai mon quotidien à gérer. Bah ça, c'est un vrai frein à l'innovation. De dire, je suis dans mon quotidien et je regarde rien d'autre. Parce que forcément, le quotidien ne va pas inspirer beaucoup. Le quotidien, je le connais, je fais toujours la même chose. C'est pas là-dedans que je vais trouver la source d'innovation. Il faut tenter s'extraire de ce quotidien et aller se faire inspirer par autre chose. C'est vrai que mon premier métier, c'était dans le consulting. Et du coup, j'ai évolué dans des entreprises aussi différentes que des ministères, des multinationales, des associations. Et je te rejoins parfaitement sur le fait que ça permet de faire des passerelles entre des mondes et des façons de faire et des façons de penser complètement différentes. Mais ça me fait penser à quelque chose. Comment tu expliques que souvent les grandes innovations, finalement, ou les grandes idées, elles apparaissent en divers points du monde au même moment? Alors, ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs une des premières choses que je dis chaque fois que j'ai un créateur d'entreprise innovante qui vient me voir. Il est tout fier parce qu'il a eu une idée. Et assez souvent, il me dit oui, je pense que cette idée, elle est vraiment innovante. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, ça n'existe pas. D'accord. La première chose que je lui dis, tu sais, si c'est une bonne idée, je sais que tu es sûrement très intelligent, mais à mon avis, tu n'es pas le seul. Et cette même idée, elle est certainement en train d'être développée ailleurs dans le monde par quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas possible. Et, et à tous les coups, ça marche. Quelques semaines après, ou quelques mois après, au pire, on découvre qu'il y avait à peu près la même idée qui était en train d'être développée à l'autre bout du monde. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on n'est pas, on ne vit pas en dehors de notre réalité. On est tous influencés par les mêmes choses. Pourquoi une idée apparaît? C'est parce que c'est juste un rapprochement dans le cerveau de choses qu'on a observées et qui n'étaient pas connectées jusqu'alors. Mais les choses qu'on observe, elles sont toutes les mêmes partout. Tout le monde, grâce à Internet, grâce à ce qu'il vit, voilà, est imprégné finalement d'une culture commune. Et, et après, c'est la capacité à rapprocher deux idées éloignées qui génère l'innovation. Ça, tout le monde l'a pas. Ça, il y a des gens qui voient rien, ils voient pas les liens, ils voient pas le rapport. Il y a certains qui arrivent par un travail, soit de façon un peu plus naturelle, soit parce qu'ils ont travaillé sur cette façon de faire, ils arrivent à rapprocher les idées. Mais voilà, on n'est pas unique. Cette capacité à rapprocher les idées, elle existe de façon un peu répandue. Et donc, c'est pour ça que les mêmes circonstances, les mêmes informations, les mêmes conditions génèrent les mêmes rapprochements d'idées chez plusieurs personnes dans le monde. Mais paradoxalement, est-ce que ça peut refermer le champ des possibles? Je pense par exemple aux algorithmes sur Facebook ou ailleurs, ou maintenant avec l'IA, où finalement, ce sont nos clics qui vont déterminer ce qu'on voit, et donc forcément, notre champ il est en train de se restreindre de plus en plus si on clique toujours sur ce qui nous intéresse en fait. Ouais, alors moi, je suis très frustré par les algorithmes euh, parce que justement, ils essayent de m'enfermer parce que j'ai regardé une vidéo de chat. Non, c'est pas le cas. Je prends un exemple. J'ai regardé une vidéo de chat, il va me présenter des vidéos de chat. Ben non, j'étais juste curieux une fois de regarder une vidéo de chat, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'en voir 50. Et c'est vrai que je parlais de ça encore là cette semaine. Je trouve ça réellement un problème de ces algorithmes qui essayent de nous enfermer dans quelque chose, alors que potentiellement, pourtant, ces réseaux sociaux sont extraordinaires parce qu'ils permettraient de nous montrer des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir. Moi, je trouve dommage que, alors que tout le monde est connecté, il y a plus de 2 milliards d'humains connectés sur Internet, il y a des gens de toutes les cultures sur YouTube.
Ben, en gros, si on regarde les trucs qui nous arrivent, ça vient toujours du même endroit. Jamais personne me présente sur YouTube ou sur Instagram une vidéo tournée au fin fond de l'Afrique sur un sujet. Alors pourtant, je suis sûr qu'il y a des choses passionnantes et des idées à prendre là-dessus. Donc oui, je suis d'accord, ces algorithmes-là sont un peu enfermants et donc il faudrait innover pour trouver d'autres façons d'accéder à la... D'où l'intérêt, comme tu le disais, d'aller volontairement dans des endroits où on n'irait pas d'habitude pour réouvrir en fait les Ouais. perspectives. Se forcer à ça. Euh, euh, Moi, je sais que bon, on a tous des goûts naturels. Hein. Il y a des choses qu'on aime. Moi, j'ai jamais été passionné par les voitures. Voilà, il y a des gens qui sont absolument fascinés par les voitures. Moi, pas du tout. C'est pas du tout mon trip. Une voiture, c'est un truc à quatre roues dans lequel je monte et qui doit m'amener d'un point A à un point B. Voilà, peu importe à quoi elle ressemble. Et puis, malgré tout, un jour, en zappant, je suis tombé sur des émissions à la télé, mais ça aurait pu être sur YouTube, euh, de passionnés de voitures qui réparent des voitures ou qui les modifient. J'ai commencé à regarder ça et j'avoue que ça a fini par m'intéresser. Mm. Parce que, en fait, la passion, la passion se transmet, en fait. Quelqu'un de passionné, il va réussir à vous intéresser à n'importe quel sujet, enfin au sujet qui le passionne. Moi, je crois qu'on peut tous être intéressés par tous les sujets, à condition d'avoir quelqu'un de passionné qui nous en parle. C'est bien pour ça aussi que souvent on dit, bah, moi j'ai eu un prof de maths, il était génial et ça m'a fait aimer les maths. Ou alors, à l'inverse, j'ai eu un prof de maths, il m'a dégoûté des maths. Mais parce qu'en fait, c'est la façon dont on nous parle qui nous embarque. Et le storytelling, donc la façon de raconter, de montrer les choses, permet d'intéresser quelqu'un à quelque chose. Et quand on est un peu curieux, justement, moi j'avoue que j'adore découvrir des vidéos, et YouTube pour ça est extraordinaire, des vidéos de gens passionnés d'un sujet qui, moi, a priori, ne m'intéresse pas, ou dont je n'ai même pas connaissance. Et quand je commence à regarder ça, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est extraordinaire. Mm. Et c'est là qu'on apprend. Parce que là, ça nous donne des idées de choses qu'on ne connaît pas du tout. Mais alors, chez toi, ça, cette démarche-là, tu l'as fait vraiment de manière maintenant fluide et presque inconsciente, ou parfois ça te demande une démarche volontaire de te dire, bon, ah non, là, il faut que j'aille découvrir quelque chose qui n'est pas mon univers. Alors, bon, moi, j'ai quand même la chance, alors c'est peut-être pas donné à tout le monde, hein, j'ai la chance que mon métier de travailler dans l'innovation m'expose toutes les semaines à des choses que je ne connais pas. J'ai toutes les semaines des entrepreneurs qui viennent nous voir avec des idées dans des métiers que je ne connais pas ou pas bien, avec des façons et des approches nouvelles. Donc ça m'oblige à m'intéresser à ça. De temps en temps, j'ai besoin d'aller comprendre mieux, donc j'allais chercher de l'information sur comment ça marche dans ce métier-là. Pourquoi ils me racontent qu'il y a un problème? Je ne comprends pas. Donc, je suis obligé d'aller m'intéresser. Donc ça, c'est une démarche volontaire qui est liée à mon métier. Après, comme je fais ce métier, je dois quand même être un peu au courant de ce qui se passe. Et donc, j'utilise Twitter, qui est quand même un des meilleurs outils pour faire ce qu'on appelle de la veille. C'est-à-dire que, en gros, grâce à Twitter, on peut suivre des gens précis qui sont des experts de tel ou tel domaine et qui vont donc régulièrement publier des news de ce qui se passe. Et donc, dans mon fil Twitter, comme au fil des ans, il s'est développé autour de ce sujet-là, j'ai beaucoup d'infos qui m'arrivent sur de l'innovation tous azimuts. Et donc, je clique tous les jours sur des liens, des vidéos, des articles, etc. Ce qui fait que tous les jours, je lis des trucs que je ne connais pas. Donc, je sais bien que tout le monde ne peut pas faire ça. C'est sûr, quand on a un métier bien précis et qu'on doit délivrer à ses clients, bon, on n'a pas forcément le loisir de s'intéresser à tout. Moi, chaque fois que je passe 1 heure ou 2 heures par jour à lire des articles ou à regarder des vidéos sur des sujets d'innovation divers et variés, je considère que je fais mon métier. C'est un peu un luxe, mais sans aller jusque-là, je pense que si chacun se prenait 10 minutes par jour
pour regarder une ou deux vidéos sur un sujet qui est totalement étranger à son activité, déjà, ce serait, à mon avis, un vrai champ d'ouverture des possibles. Mmh. Ah. Et alors, du coup, je pensais aux qualités nécessaires pour justement favoriser cette ouverture. Donc, de ce que j'entends, de ce que tu dis, il y a déjà il y a la notion d'écoute, la notion de curiosité, la notion de savoir sortir de sa zone de confort, la discipline aussi, de prendre ce temps-là. C'est vrai que 10 minutes, en fait, c'est largement faisable, mais ça reste une discipline. Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent faciliter je dis souvent que l'innovation, c'est aussi une émotion. C'est pas que cérébral, l'innovation. On pourrait penser que l'innovation, ça relève du domaine cérébral. Je réfléchis, je calcule, j'expérimente, je construis un produit. Donc oui, il y a ça, mais ce n'est pas qu'une démarche cérébrale. Pour moi, c'est aussi une démarche émotionnelle, c'est-à-dire c'est aussi une démarche artistique. Et donc, la faculté à laisser ses émotions, à laisser une place suffisante à ses émotions est un facteur de succès dans l'innovation. C'est-à-dire que les gens qui enfouissent leurs émotions ou qui ne s'autorisent pas à leur laisser de la place dans le monde professionnel en disant ben non, on est au boulot, les émotions, on n'en parle pas, on est rationnel et tout ça, je pense qu'ils sont mal préparés à innover. Et donc, cette capacité à dire je me laisse porter par mes émotions, c'est-à-dire je suis sensible à ce que je vois, je m'emballe pour un truc nouveau, j'utilise tous mes sens pour appréhender une situation, c'est favorable à l'innovation. Une sorte de perméabilité sensorielle, quoi, en fait, ouais, qui permet de capter de façon invisible des tendances ou des idées ou des besoins. C'est tout à fait celle des artistes qui, eux, c'est le contraire. Les artistes sont des antennes surdimensionnées où l'émotion joue le rôle principal. Eh bien, ce côté-là, je pense qu'on peut s'en inspirer en étant innovateur. On peut essayer de réagir un peu comme des artistes. Parce que quelque part, c'est de la création. L'innovation, c'est de la création. Et donc, ça relève du même champ que l'art. Est-ce que ça veut dire que les personnalités les plus innovantes, est-ce qu'elles sont taillées pour ensuite en faire un produit commercial finalement? Parce que j'ai l'impression là que c'est plus des cerveaux droits, entre guillemets, si on devait cataloguer. Et puis, est-ce que derrière, ce sont elles qui sont... oui, qui ont les caractéristiques qui vont permettre ensuite de transformer ça en produit ou en service et de le commercialiser. Ou est-ce que ça veut dire que ce sont des profils différents? Alors, d'abord, la vérité absolument fondamentale, c'est qu'on n'innove jamais tout seul. L'innovation, c'est quand même complexe, à la fois par les techniques qu'il faut mettre en œuvre, souvent des techniques pluridisciplinaires. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, l'innovation, c'est le rapprochement de deux champs, de deux idées, et donc souvent, on n'a que la moitié des compétences qu'il faut. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a souvent une nécessité de travailler à plusieurs. Et puis après, dans le développement de l'innovation, il y a différentes phases. Et effectivement, à un moment donné, il y a une phase commerciale qui demande d'autres qualités. Et donc, oui, pour moi, l'innovation va se réussir quand on arrive à assembler une équipe de gens complémentaires qui vont pouvoir chacun apporter dans un domaine ou un autre. Et souvent, il est vrai que le créateur, celui qui a eu l'idée, celui qui est à l'origine de l'innovation, n'est pas le meilleur, le mieux armé pour en assurer le succès commercial. Même si au tout début, c'est souvent le meilleur pour parler et partager son innovation, à un moment donné, quand l'entreprise grandit et qu'il faut vraiment structurer
de façon efficace une démarche commerciale, il vaut mieux s'appuyer sur des gens qui savent faire. Et alors, j'ai une dernière question, c'est pour toi, est-ce qu'il y a des limites en fait à l'innovation, à cette ouverture des possibles? Est-ce qu'il y a une censure entre guillemets à mettre ou pas? Alors, j'ai une fois fait une conférence sur exactement ce sujet-là, sur les limites de l'innovation, donc on pourra peut-être mettre le lien dans le podcast. Je ne crois pas qu'il y ait de limites. En tout cas, il ne faut pas s'en donner. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte qu'une innovation va justement dépasser des limites qu'on pensait infranchissables. Donc, la limite qu'on a, la limite principale d'un innovateur, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, je vais m'auto-limiter en soit ne m'autorisant pas à faire quelque chose, soit par ma culture, mes freins, etc. Je vais me dire ça, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, voilà. Donc je vais m'auto-limiter. Soit je vais m'auto-limiter par mon ambition, parce que je ne vais pas avoir l'ambition suffisante pour réussir, parce qu'à un moment donné, une innovation majeure demande beaucoup d'ambition si on veut la porter. Voilà. Alors après, par contre, ça ne veut pas dire que tout est possible et que tout est permis. Je veux dire, évidemment que l'innovation pose assez souvent des questions éthiques, des questions morales, des questions philosophiques, puisque voilà, on parle beaucoup en ce moment de l'avènement des intelligences artificielles. C'est génial, c'est extraordinaire, parce que ça peut faire. Il faut quand même se poser quelques questions, parce qu'il y a aussi des dangers, évidemment. Et donc, les limites, il faut les poser à un moment donné, en disant, bah oui, ok, c'est possible, mais on se pose des limites pour telle et telle raison, éthique, morale, sociologique ou autre. Mais je ne crois pas qu'il y ait de limite a priori. Alors, bien sûr, ce que je dis toujours, j'ai écrit un article dans ma newsletter qui dit qu'il faut respecter la physique et la chimie. Il m'est arrivé de voir des innovateurs un jour, ça m'est arrivé, quelqu'un qui vient me voir, il me dit, voilà, j'ai inventé une machine à énergie perpétuelle. Il me dit, ben voilà, je vais te le démontrer. Je dis, bah, ça m'intéresse, moi je suis physicien, donc ça m'intéresse. Il me dit, supposons que le photon est une masse. Et il me sort 10 pages d'équations de physique qui montrent que si le photon a une masse, à la fin, on génère de l'énergie. Je dis, bah oui, ça, forcément, puisque le photon, en physique, il a une masse nulle. Si on lui donne de la masse étant de l'énergie, à la fin, elle se retrouve quelque part. Donc oui, si on viole les lois de la physique, on peut bien sûr innover de façon... mais dans la réalité, la physique est une vraie limite. Voilà, il y a des lois intangibles qu'on ne peut pas les franchir. Par contre, il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolubles à un instant T, qui le deviennent à un instant T+1, parce qu'on a trouvé d'autres combinaisons des lois de la physique pour trouver des solutions. Et c'est là que la créativité des gens peut jouer, c'est que les lois de la physique, elles sont comme elles sont, mais suivant comment on les combine, on peut générer des choses qu'on n'avait pas imaginées avant. Après, en même temps, j'entends que là, cette innovation, ça restait de l'ordre du concept. Oui. Remarque, je me dis que je réfléchis à voix haute, mais toute innovation à la base part d'un concept. Donc, au départ, c'est souvent ça, c'est un concept, c'est un rêve aussi. Hein. Moi, je dis souvent, c'est concept, c'est un rêve. À un moment donné, on a une vision de quelque chose, on se dit, mais ça, ouais, ça va être possible. On y croit suffisamment pour se mettre au travail et trouver une solution. Mais tous les innovateurs, quand ils partent, ils n'ont pas la solution. Edison, quand il s'est mis à travailler, il avait la vision qu'on arriverait à faire une ampoule électrique, enfin, à faire une source lumineuse permanente grâce à l'électricité. Maintenant, il a mis quelques années avant de trouver comment, mais s'il n'avait pas eu cette vision-là, il n'aurait même pas commencé à travailler. Donc, en fait, l'innovation, ça part toujours de ce point de départ d'un problème où on voudrait trouver une solution.
Et finalement d'ouvrir nos possibles pour pouvoir y accéder à cette solution, ça serait ça? Oui, ça part de ça, d'un problème qu'on détecte, d'une envie, d'un besoin extrêmement puissant, fort, de résoudre ça. Alors ça vient assez souvent, quand on regarde les histoires des innovateurs, ça vient assez souvent d'une frustration importante à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup de choses d'ordre psychologique. Mon père m'a jamais considéré. Je vais lui prouver que je suis capable d'eux. C'est des drivers extrêmement forts. Et après, c'est beaucoup de travail pour assembler une solution qui fonctionne. Alors, évidemment, suivant l'ampleur du problème, c'est plus ou moins de travail. Il y a des problèmes qui demandent des dizaines d'années et qui n'ont toujours pas de solution. Et puis d'autres qui peuvent se résoudre en quelques jours. Mais oui, c'est assez souvent ça le schéma. C'est un besoin, un problème identifié, une envie très forte de trouver une solution et une vision que ça va être possible. Même si je ne l'ai pas encore. Si je n'ai pas la vision que ça va être possible, je ne vais pas avoir l'énergie pour commencer. Oui, cette fameuse... C'est ça qui différencie les innovateurs qui arrivent au bout de plein de gens. Plein de gens ont des idées. Enfin, ce n'est pas les idées qui limitent, mais c'est la vision que ça va être possible et que je vais y arriver. C'est en lien avec la passion, finalement, cette espèce de feu intérieur dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et puis avec la confiance. C'est-à-dire que pour penser que je vais arriver à quelque chose, il faut que j'ai une certaine confiance en mes capacités. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure comme ça, en disant mon père savait à peu près tout résoudre. Et moi, ça m'a permis d'être élevé dans une grande confiance. En fait, j'avais jamais peur de rater. Parce que je disais, de toute façon, papa va m'aider. Donc, je me lançais dans des trucs sans hésiter. Et alors, pour conclure, est-ce que tu as un message particulier à transmettre ou une leçon que tu souhaites nous partager? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des gens innovants et des gens pas innovants, d'un côté des gens créatifs et des gens pas créatifs. Et donc, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas enfermé dans sa condition, je dirais. Par l'effet de la volonté, tout le monde peut devenir innovant. Tout le monde est créatif, tout le monde a été enfant, tout le monde a inventé des choses folles. C'est juste qu'on sait souvent, par l'éducation, par l'expérience de la vie, on s'est restreint et on pense être devenu pas innovant, pas créatif. En réalité, c'est faux. Il suffit de se réouvrir à ça, de se rééduquer. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que des fois, si on a pendant 30 ans fermé les vannes, il faut réhuiler la machine. Mais je suis absolument persuadé que tout le monde a une capacité de générer, de se tourner vers l'innovation et d'être ouvert à ça. Et donc, j'encourage ceux qui pensent que ce n'est pas leur truc, de se laisser porter, de s'ouvrir, et ils vont voir que progressivement, les choses vont venir. On est tous capables d'innover. Je trouve que c'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Christian, pour le temps que tu nous as consacré et puis tous ces échanges super intéressants. Donc, merci.